Imaginez un vestiaire où des joueurs payés des dizaines de millions d'euros par an se comportent comme des caïds de cours de récréation. Imaginez un club qui a remporté 15 Ligues des Champions, 15, et qui aujourd'hui se déchire de l'intérieur à cause d'égos incontrôlables. Imaginez un gamin de 19 ans, un prodige, un diamant brut, qui se fait humilier, ignorer, poussé dans un coin par ceux qui devraient être ses coéquipiers. Ce n'est pas un scénario de série Netflix, c'est ce qui se passe en ce moment même au Real Madrid. Et ce que vous allez entendre dans les prochaines minutes, personne n'ose en parler ouvertement. Personne, jusqu'à aujourd'hui. Tout a basculé quand Serrat, le mentor personnel d'Arda Güler, a décidé de briser le silence. Et quand je dis briser le silence, je ne parle pas d'une petite déclaration diplomatique. Non, l'homme a lâché une bombe. Il a publiquement dénoncé un harcèlement ciblé, organisé, méthodique contre le jeune prodige turc à l'intérieur même du vestiaire du Real Madrid. Selon lui, Arda est traité comme le petit timide de la classe par un groupe de joueurs aux égos surdimensionnés. On lui refuse l'intégration sociale, on lui refuse l'intégration technique, on ne lui passe plus le ballon de manière privilégiée, on l'isole. On le pousse à changer de poste pour ne pas gêner les territoires des stars installées. Et quand Serrat a dit ça, il n'a pas juste exposé le calvaire d'un seul joueur, il a arraché le masque d'un vestiaire entier. Parce que ce que vit Arda Güler, ce n'est pas un cas isolé. C'est le symptôme d'une maladie bien plus profonde qui ronge le Real Madrid de l'intérieur. Pour comprendre ce qui se passe, il faut revenir à une réalité fondamentale. Le vestiaire du Real Madrid a toujours fonctionné sur une hiérarchie pyramidale stricte. Il y avait des patrons, des vrais, des Sergio Ramos, des Casemiro, des Benzema, des Kroos. Des joueurs qui imposaient le respect non pas par leur caprice, mais par leur leadership, par leur palmarès, par leur capacité à protéger les jeunes et à maintenir l'ordre. Aujourd'hui, ces hommes sont partis. Et le vide qu'ils ont laissé n'a pas été comblé par un leadership sain. Il a été rempli par des clans d'influence qui se disputent le pouvoir, qui se disputent les zones du terrain, qui se disputent la lumière des projecteurs. Et c'est exactement là que l'affaire Güler prend tout son sens. Analysons les faits tactiques. Arda Güler et Jude Bellingham opèrent naturellement dans la même zone du terrain, ce qu'on appelle la zone 14, cet axe créatif situé juste devant la défense adverse. C'est la zone la plus décisive du football moderne. Et quand deux joueurs de ce calibre se retrouvent à se marcher dessus dans le même espace, il y a deux options. Soit l'un d'eux s'adapte intelligemment, soit c'est la guerre. Et devinez quoi? C'est la guerre. Les données de terrain sont formelles. Bellingham, frustré de ne plus briller comme il l'entend, participe activement à une marginalisation technique de Güler. Le résultat est brutal. Arda a été forcé de se décaler, de changer de poste, de s'éloigner de sa zone de prédilection. Et son impact statistique s'est littéralement effondré. On parle d'un joueur qui, rappelons-le, a été recruté comme l'un des plus grands talents de sa génération. Et on le traite comme un remplaçant gênant. Après des mois de patience et de respect, Arda Güler commence à montrer des signes de rébellion. Et franchement, qui pourrait lui en vouloir? Mais cette rébellion, au lieu de résoudre le problème, ne fait qu'ajouter une couche de tension supplémentaire dans un vestiaire déjà au bord de l'implosion. Parce que pendant que Güler souffre en silence, un autre conflit, bien plus explosif celui-là, fait trembler des murs du Santiago Bernabéu. Et ce conflit porte un nom. Ou plutôt deux. Kylian Mbappé contre les cadres du vestiaire. Il y a 3 semaines, lors du match contre Levante, quelque chose s'est passé à la mi-temps qui a choqué tout le monde en interne. Une confrontation verbale d'une violence rare a éclaté entre Mbappé et un joueur décrit comme très important. Les soupçons se portent sur Vinicius Junior ou Jude Bellingham. Et la phrase qui a été lancée à Mbappé, retenez-la bien, c'est « Tu marques des buts, mais tu ne joues pas mieux que l'équipe ». Vous vous rendez compte de ce que ça signifie? On dit au meilleur buteur de Ligue 1 de l'histoire récente, à un champion du monde, qu'il est un problème pour le collectif. Et ce n'est pas tout. Des images captées en interne montrent Bellingham ignorant délibérément Mbappé sur le terrain. On le voit utiliser des gestes de supériorité, notamment cette fameuse pichenette méprisante pour marquer son territoire. Il est même allé jusqu'à ordonner à Mbappé de rester dans l'axe lors du match contre Séville pour se dégager des espaces pour lui-même. Mais attention, et c'est là que l'analyse devient vraiment intéressante. Mbappé n'est pas qu'une victime dans cette histoire. C'est un personnage bien plus complexe que ça. D'un côté, oui, son statut de mégastar cannibalise l'espace médiatique et tactique. Son positionnement axial forcé crée des tensions lors des causeries. Mais de l'autre côté, les faits montrent un joueur qui joue malgré une gêne persistante au genou gauche, un joueur qui a publiquement défendu Vinicius face au sifflet de son propre public au Bernabéu, un joueur qui entretient des relations saines avec les jeunes de l'effectif. La vérité, c'est que Mbappé est un révélateur. Il n'a pas créé les fractures du vestiaire. Il les a rendues impossibles à ignorer. Et comme si tout cela ne suffisait pas, ajoutez à cette équation une crise médicale qui frôle le scandale. Le Real Madrid a en permanence au minimum 3 joueurs majeurs à l'infirmerie. Alaba, Bellingham, Mbappé, Courtois. La liste tourne mais ne se vide jamais. Le bricolage tactique est devenu la norme.
On voit Lucas Vazquez dépanneur universel. Des jeunes comme Raúl Asensio propulsés dans le grand bain sans filet de sécurité. Et la question que tout le monde se pose en interne, sans oser la formuler à voix haute, c'est celle-ci. Est-ce un problème d'hygiène de vie des cadres ou une gestion catastrophique des charges d'entraînement? Probablement un mélange des deux. Et pendant ce temps, l'autorité de l'entraîneur, Arbeloa, est ouvertement contestée. David Alaba lui-même aurait exprimé sa colère face à un management jugé totalement erratique. Et si vous pensiez que ça s'arrêtait au terrain, détrompez-vous. Sur le plan politique, un séisme silencieux vient de se produire. Un accord secret a été trouvé entre l'UEFA et Florentino Pérez pour enterrer définitivement le projet de Super League européenne. Nasser Al-Khelaifi, le président du PSG, a salué cet accord. Pour Pérez, c'est une défaite politique majeure, la plus importante de son règne. Et la seule manière pour lui de sauver la face après cet échec, c'est de reconstruire un effectif capable de tout écraser sur le terrain, de ramener le prestige par les résultats, par la force brute du sport. C'est pour ça que la direction sportive a déjà identifié ses cibles prioritaires pour le prochain mercato. Et le chantier numéro 1, c'est la défense. Première cible, Nico Schlotterbeck du Borussia Dortmund. 24 ans, gaucher pur, fiable physiquement, une valeur estimée entre 40 et 50 millions d'euros, parfaitement dans les nouvelles contraintes budgétaires. Deuxième cible, Ibrahima Konaté de Liverpool, dont la situation contractuelle en fait une opportunité stratégique pour apporter la puissance athlétique qui manque cruellement à ce Real Madrid. Et troisièmement, Joan Martinez, issu du Castilla, la réserve du club, dont la promotion en équipe première est désormais actée pour compenser les départs annoncés d'Alaba et potentiellement de Rudiger. Mais soyons lucides, recruter des défenseurs ne suffira pas. Le Real Madrid peut acheter tous les joueurs qu'il veut, s'il ne règle pas le problème fondamental, celui des égos, celui du vestiaire, celui de cette culture toxique qui broie les jeunes talents et empoisonne les nouvelles recrues, rien ne changera. On se retrouvera dans 6 mois, dans 1 an, à raconter exactement la même histoire avec d'autres noms et d'autres victimes. Le Real Madrid est à un carrefour historique. Le club doit choisir. Est-ce qu'il protège les privilèges de ses stars au détriment du collectif, ou est-ce qu'il a le courage de remettre tout le monde à sa place pour sauver ce qui a toujours fait la grandeur de cette institution? La réponse à cette question déterminera si le Real Madrid reste le plus grand club du monde ou s'il devient simplement un vestiaire de luxe rempli de joueurs qui ne se supportent plus. Et personnellement, en regardant ce qui se passe en ce moment, je ne suis pas sûr que la bonne décision sera prise. Pas sûr du tout.